On passe au transport. On retrouve Robert Subra. C'est la construction d'un parc de stationnement en ouvrage sur le pôle d'échange Mosson. Il n'y a pas le JHP d'abord, non? Non. Donc effectivement, Ah, les deux, excusez-moi, les deux étaient collés. Bon, alors on va commencer par le JHP. Le président a essayé de me prendre par surprise, mais je suis depuis le début. Pour vérifier si tout le monde me suit. Bon, oui, le GHP, tout le monde connaît, c'est une association privée reconnue du public qui effectivement transporte les gens qui présentent un handicap physique lourd. Et il faut noter quand même que c'est près de 73 000 personnes par an qui sont transportées, ce qui est énorme. Alors, on avait conclu une première convention avec eux, et là, on vous propose de conclure une nouvelle convention pour une durée de 3 ans. Et pour l'année 2014, ils vous proposent d'accorder une subvention de la communauté d'agglomération de 1 200 000 € pour effectivement permettre au GHP d'apporter aux gens qui en ont besoin, qui sont dans des situations difficiles, la possibilité de se rendre où ils le souhaitent dans de bonnes conditions de sécurité et de temps. Merci, M. Subra. Alors, sur ce dossier, ne participent pas au vote Mme Mienville et Mme Claverie. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Dossier numéro 13, on retrouve enfin le parc de stationnement de la Mosson. Voilà, pôle d'échange. Alors le parc de stationnement de la Mosson, il avait été inscrit dans le cadre de la construction de la ligne 3, ce qui est normal dans chaque ligne de tramway, d'avoir aux extrémités un parc d'échange pour pouvoir laisser sa voiture et prendre le tram. Il y en avait un à la Mosson qui faisait 430 places, mais qui effectivement avait des exigences, il ne répondait pas, il y avait des risques d'inondation, et une fréquentation importante faisait qu'il était insuffisant. Donc on a prévu de créer un parking en ouvrage sur le site actuel, tout en conservant le sous-sol. Et ce futur parking offrira une capacité de 1200 places, donc 430, on passe 1200, extensible à 1600, ce qui le met en comparaison avec l'autre parking qui est au sud, c'est le parking Circé. Voilà, alors ce qui le réalise, c'est Boyer, Gibaud, Percheron, Assus. Ce parking permettra en plus des places pour des personnes à mobilité réduite, 5% de la totalité des places à tous les niveaux, des places pour recharge de véhicules électriques, vous voyez qu'on est en avance, des places pour les 2 roues motorisées, des prises de recharge pour les vélos électriques également. C'est un magnifique ouvrage qui a été présenté et qui effectivement sera une magnifique signalisation à l'entrée de la ville pour tous les gens qui arriveront de la partie nord-nord-ouest, notamment par l'autoroute A75, et qui contribuera largement à la rénovation de cette entrée de Montpellier. Le coût, il ne bouge pas, toujours 14,5 millions d'euros, dont le montant prévisionnel des travaux 11,3. Les travaux restants sont le maître d'œuvre, les péages et la voirie nécessaire. C'est vraiment un bel ouvrage. Accessoirement, Monsieur le Président, il pourra servir les soirs de match de foot où il y en a bien besoin. Enfin, le but principal, c'est bien quand même la ligne 3 du tramway. Mais mine de rien, cet investissement, par rapport au retour d'investissement, il permet d'éviter des dépenses énergétiques de pollution sur l'ensemble de la ville, premier point. Deuxièmement, d'augmenter la fréquentation des lignes de tram, deuxième point. Et troisième point, il est tout à fait lié à ce qui interviendra dans les années à venir, puisque la liaison manquante que M. Subra évoquait entre Juvignac et Saint-Jean-de-Védas, qui tous les matins thrombose le paysage, pour ceux qui sont sur l'ouest, sera inscrite au prochain contrat de projet État-Région-Agglo. Ce qui veut dire que le lien entre l'aménagement du contournement ouest, le COM, plus, au terme que je l'évoquais, la requalification de l'autoroute actuelle en 2017, permettra d'assurer enfin sur le Grand Montpellier les boulevards de bordure de ceinture qui permettent de décongestionner la ville. Parce qu'actuellement, il y a à peu près l'équivalent de 40% des véhicules qui sont dans le centre-ville, dans le sens nord-sud, qui l'empruntent parce qu'il n'y a pas de bordure. Alors d'une part, on va capter une partie de la population supplémentaire avec le transport en commun, renforcer les transports en commun, d'où des éléments d'équilibre de la politique de transport en commun, permettant de redispatcher, mais elle n'est pas là, Madame le maire de Pignan, par rapport à ce qui, au-delà du tram, amène effectivement une bonne pénétration des transports en commun, bus et autres, sur la totalité du territoire. Et par ailleurs, on aura également cet avantage que de pouvoir
avec ce système, compléter les rocades que je viens d'évoquer. C'est une très belle réalisation au point de vue architectural aussi, parce que, comme le disait Robert Subra, l'architecte a fait un travail de couture par rapport à ce qu'allait représenter, non pas un parking, mais tout simplement un pôle central avec des petites activités commerce, des points de modernité avec le raccordement, le branchement électrique, à proximité du marché aux fleurs, du stade à l'occasion, de tout ce qui caractérise un renforcement à l'ouest et au nord-ouest des équipements d'intérêt public sur le territoire de l'agglomération. Voilà à quoi sert, entre autres, l'investissement. Mise en service août 2015. Août 2015, c'est-à-dire demain matin. Monsieur Vignal, en saluant votre arrivée. Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, je trouve qu'effectivement, c'est un outil assez exceptionnel. Il servira, vous l'avez dit, pour tout ce qui est délestage de Juvignac et du Sud. Mais surtout, est-ce qu'il y aura des locaux associatifs prévus? Parce qu'il y a beaucoup de demandes sur ce bas de quartier de la Paillade. La Paillade est bien équipée, mais la partie basse, donc est-ce qu'il y aura des locaux associatifs qui pourront être mis à disposition? Alors, Monsieur Subra ne dort pas depuis de nuit pour voir comment on va affecter les locaux. Il y aura des espaces au rez-de-chaussée, il y aura des espaces. Bien sûr, il y a un espace qui est réservé pour TAM, bien évidemment. Et après, on réfléchit, effectivement, il y aura des commerces dits de proximité, de service, notamment pour les gens qui seront dans le parking, des e-commerce, le cas échéant. Et puis, pourquoi pas, dans les espaces, les mettre de telle sorte qu'il y ait une vie. Il faut qu'il y ait une vie dans cet ensemble-là, parce que c'est vraiment une belle réalisation qui va complètement changer cette entrée de Montpellier, à côté, notamment à côté de la Mosson, pas le stade, hein, le palais de la Mosson, le château. Et c'est ce qui explique aussi la difficulté de tenir compte des exigences des bâtiments de France pour réaliser cette gare, en fait. Il l'appelle gare. Notez aussi l'intérêt d'un lien avec le département, avec les bus à haut niveau de service. Nous sommes très œcuméniques, consensuels. Ça veut dire que dans le cadre des transports en commun sur la globalité du territoire et dans leur évolution, on intègre tous les dispositifs. Et par ailleurs aussi, pistes cyclables qui viendront, etc. Voilà, je mets... Oui, pardon. Christiane. Ça va permettre, je pense, aux personnes qui vont aller au sport de supprimer le stationnement anarchique dans tout le quartier, qui bloque tout le quartier lorsqu'on y habite et qu'on rentre le soir. C'est vraiment impensable. Il est extrêmement difficile de rentrer chez soi. De plus, les personnes qui vont au match ne sont pas très disciplinées puisqu'ils sont garés sur les espaces verts. Même si les espaces verts ne sont pas aujourd'hui en très bon état, je pense qu'à ce moment-là, il faudra interdire le stationnement sur les espaces verts et sur les abords des routes. Merci. Et là, on fera appel à la police municipale. C'est un rêve. Voilà, je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Voilà un dossier unanime, c'est très bien. Tout le monde vote pour là. Alors, on passe au dossier numéro 15 maintenant. On est sur un avenant à la Convention d'occupation du domaine public régional. Donc 14, Monsieur le Président. Oh là là, je suis en avance. Oui. Eh bien, là, je tourne à chaque fois un peu avant, excusez-moi. 14. C'est l'accessibilité des arrêts voyageurs. Oui, on profite des travaux que fait le département pour passer une convention avec eux, pour créer 2 places pour permettre des arrêts de bus à l'arrêt Caylus, à proximité du futur giratoire. Voilà. Alors, pour Caylus, c'est un coût de 20 000 € hors taxe, un peu moins cher que le parking. Opposition non, abstention non, approbation limitée. On retrouve le 15, effectivement. Alors le 15, vous savez qu'on a une convention avec la région pour utiliser le parc des Expos comme parking d'échange. La région a l'intention de construire... Alors pour ce parking d'échange, on paie par an 90 centimes d'euros hors taxe par mètre carré utilisable. La région va construire un bâtiment pour usage commercial et bureau, et dont la surface utilisée par TAM sera réduite, et donc la superficie destinée au stationnement est ramenée maintenant à 5 394 mètres carrés, pour un loyer annuel de 4 850,60 € hors taxe. Je vous propose de suivre Robert Subra. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Dossier numéro 16, c'est un avenant au marché d'assistance pour les acquisitions foncières.
Oui, c'est un marché. C'est seulement un avenant parce qu'on n'a pas tout acheté, mais on demande de prolonger la durée de 3 ans et ça n'a aucune incidence financière sur le montant global de l'opération. C'est le rapport au voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Dossier 17, on va vers l'ouest. C'est la section Fabrègue, maintenance des infrastructures, en avenant à la Convention. Oui, quand on avait construit la ligne 2, effectivement, on utilise entre Sabine et Saint-Jean-de-Védas la ligne ferroviaire Montpellier à Polan. À cette époque-là, on n'avait pas encore eu la RFF ou la SNCF, je ne sais pas lequel, RFF je crois, ne voulait pas vendre son terrain et donc il y a une redevance d'occupation. Il y a une convention qu'on remet chaque année au goût du jour. Actuellement, elle s'élève à 146 461,52 hors taxes, recouvrant, etc., un somme de frais. Ces montants sont réglés par TAM dans le cadre de la convention d'exploitation du service public. Je vous rappelle que par ailleurs, nous essayons d'acheter, nous avons et les gares et l'ensemble des terrains pour aller ultérieurement dans le prolongement de la ligne 2 vers Cournesec, Fabrègue, etc. Et le maire de Fabrègue est prêt à payer la ligne, il m'a dit. Bon, merci pour ces précisions. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Dossier numéro 18. Alors, le dossier numéro 18, c'est le dossier d'investissement, mais le président chargé du budget en a déjà parlé tout à l'heure, mais enfin, je vais le donner un peu plus dans le détail. Essentiellement, sur l'investissement directement réalisé par la communauté de délégation. Ce qu'on peut noter, c'est l'acquisition de 6 bus GNV gaz nature véhicules. Je vous signale que l'ensemble des bus qui circulent dans la ville de Montpellier sont tous au GNV, c'est-à-dire non polluants. En ce qui concerne le programme d'investissement subventionné à 70% par la communauté d'agglomération, bon, en gros, il y a des investissements liés aux équipements de ces bus, les câblages, les écrans, la poursuite du programme Vélomac, la maintenance des parkings d'échange, la poursuite, c'est très intéressant, du programme d'installation des bornes d'information voyageurs sur tout le réseau bus, des distributions automatiques et surtout le démarrage des opérations d'entretien à mi-vie du tramway pour un montant de 106 000 €. Et oui, il a été mis en service en juillet 2000 et donc il faut commencer déjà. Ensuite, il y a le programme EGMA avec une participation financière de 1 552 000 €. Mais cette subvention est là, normalement, elle devrait être compensée par des financements de l'État et du FEDER. Merci Robert. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Dossier numéro 20. Non, le 19 a été retiré pour être examiné lors de la prochaine session quand on aura les réponses du département. Donc on passe bien au 20. On retrouve M. Morales, c'est la ZAC O2, la déclaration d'intérêt général. Alors, l'enquête publique s'est déroulée. Le commissaire enquêteur a remis son avis favorable et un avis très motivé pour qu'il soit favorable. Donc, nous pouvons maintenant déclarer d'intérêt général ce projet. C'est ce que nous vous proposons pour après saisir le préfet et lui demander, bien sûr, la déclaration d'utilité publique qui vaudra aussi mise en compatibilité du PLU de la commune de Pérols. L'affaire a été votée... Monsieur le maire de Pérols, en conseil municipal de Pérols, le 16 décembre. Donc nous sommes tout à fait dans la même longueur d'onde. Et j'insiste là-dessus, il s'agit du réinvestissement urbain. Nous n'avons pas attendu, bien entendu, M. Secchi, pour, dans notre SCOT de 2006, parler de réinvestissement urbain. Nous le faisons et nous l'appliquons. Mais je ne suis pas en désaccord avec ce que disent les architectes qui sont nommés. Il y a beaucoup de points d'intérêt. Je l'ai exprimé au nom de l'agglomération. Si ce n'est qu'à un certain moment, outre le fait de déambuler, il faut quand même aussi vivre sur un territoire, avoir un métier, former les gens, réaliser des équipements. Voilà, oui, c'est magnifique. Hein. Si je peux me permettre, Monsieur le Président, je l'ai formulé lors du débat sur 2040, mais j'attends de voir Monsieur Secchi quand il viendra convaincre les riverains de construire un immeuble de 10 étages à côté de lui. Alors il faudra peut-être qu'on ait d'autres choses et des plateformes collaboratives justement au niveau du numérique pour arriver à faire entendre cela. Mais tout le monde sera d'accord, peut-être pas de souci. Il faut ouvrir les bras et tout le monde vient. Je mets le rapport aux voix.
Pas d'opposition. Une opposition. Abstention. Oui. Le reste l'approuve. Dossier 21, toujours avec Christophe Ménard, c'est la convention avec l'État, l'EPF et la commune de Prades-le-Lez. Alors là, il s'agit d'aider la commune de Prades-le-Lez à atteindre les objectifs du PLH et pour cela d'avoir une gestion concertée du droit de préemption urbain. C'est pourquoi nous passons une convention quadripartite entre l'État, la commune de Prades-le-Lez, l'agglomération qui s'engage à élaborer des études, à mettre en place des outils fonciers et financiers et bien sûr à réaliser des logements sociaux tout en étant économe en matière de ressources et avec le PFR pour qu'il puisse nous aider et contribuer à la mobilisation foncière. Il s'agit de mobiliser 1,5 million d'euros sur 3 ans et sur 3 sites. Alors là, je vais encore reparler de renouvellement urbain puisqu'on travaille sur le centre historique de Prades-le-Lez, l'entrée du bourg et l'aire d'influence pour l'entrée sud, aire d'influence du tram. Voilà. Monsieur le maire, vous êtes d'accord? Allez-y, allez-y. Je ne fonctionne pas? Ici, c'est bon, on vous entend. Merci de me donner la parole, Monsieur le Président. Bien sûr, je suis de l'avis du rapporteur et le conseil municipal de Prades-le-Lez également, puisque nous avons voté les mêmes dispositions il y a une quinzaine de jours environ. Très bien. Tout à fait favorable. Ce n'est pas la peine de répéter ce que vient de dire Christophe. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté à l'unanimité pour Prades. Dossier numéro... On passe à l'innovation. Merci pour l'urbanisme. Monsieur Aslania, Michel. Dossier 22. Oui, Monsieur le Président, c'est tout simplement... Oui, c'est tout simplement la continuation de notre politique d'ouverture des open data vers les communes de l'agglomération. Nous avons mis en place une plateforme à laquelle une dizaine de communes avaient déjà adhéré. 8 nouvelles communes veulent adhérer et passer convention avec l'agglomération. Non, c'est 10 nouvelles communes, pardon. C'est donc Beaulieu, Pignan, Sussargues, Saint-Georges-d'Orc, Jacou, Saint-Géniès-des-Mours, Prades-le-Lez et Rest-Saint-Clière. Pardon. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. C'est comme pour l'urbanisme. Au fur et à mesure, toutes les communes y viendront spontanément. L'urbanisme, en l'état, quasiment toutes les communes sont couvertes par le service d'instruction au niveau de l'agglo, qui s'appuie sur les premières instructions des communes, plus Montpellier, plus Castelnau, plus Bayargues. Voilà. Et ça fait 31. Mais là, on arrivera, je pense, à 31, parce que c'est un intérêt commun. Dossier 23. Oui, Monsieur le Président. L'écocité, convention de partenariat. Toujours dans le cadre de la cité intelligente que nous développons pour le futur de l'agglomération, qui amènera, je n'en doute pas, de l'intelligence, de la valeur ajoutée et des emplois sur notre territoire, nous avons décidé d'aborder un aspect intéressant du dossier, puisque nous voulons étudier la dimension humaine. Alors, Monsieur le Président, tout à l'heure, vous aviez parlé du produit intérieur brut en insistant fortement sur la valeur du PIB de l'agglomération de Montpellier au cœur de son écosystème. Là, j'ai envie de dire qu'on est dans le premier pas vers ce qu'on pourrait appeler le bonheur intérieur brut, puisque nous allons mesurer le bonheur intérieur brut. Le BIB. Le BIB, oui. Qui est Il y a le BIC et le BIB. Oui, qui est une notion qui a été développée par l'OCDE, qui est très précise, qui mesure un certain nombre de paramètres. Et donc là, nous allons essayer avec le laboratoire de l'Université UM2 IES, présidé et dirigé par le professeur Foucaran, qui dirige un laboratoire qui réalise des capteurs de façon exceptionnelle, qui est un des meilleurs en France et en Europe. Et nous allons tenter de mesurer la notion de confort. Voilà, des citoyens avec, évidemment, pas seulement la température, mais la température de l'air, la température radiante, la vitesse relative, l'humidité, le niveau d'activité et des vêtements. Et donc, nous voulons simplement passer une subvention pour travailler avec l'Université de Montpellier 2 sur ce premier pas qui est la mesure du bien-être des citoyens de l'agglomération, dont je précise évidemment que dépendent la santé, l'emploi, le logement, la vie en communauté, l'éducation, etc. etc. Il n'y a pas un doute, c'est très bien de travailler avec l'université, mais Monsieur le Président, vous avez dit tout à l'heure dans votre discours que c'était avec Montpellier 3. Montpellier 3 me paraît, moi je suis un produit de Montpellier 2, mais Montpellier 3 me paraît plus adapté à la recherche dont vient de parler M. Mais attendez. Je suis très étonné que ça n'y soit pas. Mais attendez, Montpellier 3 va venir dans le deuxième
Non. Volé. Non, si vous permettez, nous avons déjà une convention avec Montpellier 3, et là nous sommes sur la partie technique, donc autant que je sache, Montpellier 3 ne sait pas réaliser des capteurs innovants. Donc comme là il s'agit de récupérer de la donnée technique, on passe d'abord par Montpellier 2, et on fera traiter, monsieur Libita, par Montpellier 3. Mais rassurez-vous, on va capter tout le monde, y compris Montpellier 3. Parce qu'il y a des choses très importantes à faire avec Montpellier 3. Voilà. Ah oui, on est d'accord. Alors, pour les capteurs du BIB, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Dossier, alors on passe maintenant aux affaires économiques, on y était quand même. Hein. Gilbert Pastor, là on va accélérer, c'est la SAT. Ça aussi, ça sert à quelque chose. Hein. Oui, alors les 152 000 euros. Là. Les SAT, vous savez, c'est dans le cadre du grand emprunt, il y a 10 SAT qui ont été créés par le gouvernement à l'époque. Ce sont des sociétés d'accélération de transfert de technologie. Et ça regroupe les divers organismes de recherche de notre territoire, plus la Caisse des dépôts-consignations, le CNRS, etc., etc. C'est doté d'un fonds de 45 millions d'euros sur 10 ans, mais la D2RT, la région et la communauté d'agglomération ont choisi d'aider à des projets sélectionnés par la SAT. Et là, c'est les trois, on a pris déjà la délibération de principe, et on a décidé, nous, de mettre 500 000 euros sur 3 ans. Et c'est les premiers projets que l'on commence à subventionner. Alors, le premier projet, c'est un projet de maturation Faustine qui est sont tous portés par des universitaires. Le deuxième projet, c'était développer des composés synthétiques antitumoraux innovants pour le traitement des tumeurs du cerveau. Le deuxième, c'est des matrices biocompatibles. Et le troisième, c'est un projet de maturation en imagerie terahertz. Et je vous propose de voter 50 000 euros au premier, 40 au second et 60 000 euros au troisième. Moi, je vous propose de suivre ce que vient de proposer Gilbert Pastor. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. On est au dossier 25, concession avec la SERM. Port-Marianne, Porte-Méditerranée, avance en trésorerie. Port-Marianne, Porte-la-Méditerranée, c'est une opération, le bilan de l'opération s'établit à 111 449 000. Il était prévu qu'il y ait soit un emprunt, soit une avance de la collectivité de 6 millions d'euros. Je vous propose donc une avance de 6 millions d'euros, 2 millions au quatrième trimestre 2013 et 4 millions au premier trimestre 2014. Ne participe pas à ce vote Mme Mandrou, donc M. Florence, moi-même, M. Gély, M. Pastor, M. Dufour, Touchon, Passé, Max Devita et Jacques Martin. Je mets le rapport aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. 26, c'est le BIC. Oui, alors là, le BIC, c'est les demandes de subvention classiques faites auprès de la région, de l'Union européenne et de l'État. C'est pour nous aider à faire organiser toutes les actions de formation pour les entreprises que nous accueillons au BIC. Je mets le rapport aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. 27, toujours le BIC, c'est les tarifs 2014. Alors là, tout simplement, les loyers, on a suivi l'indice de référence des loyers, soit plus 1,2%. Pour les prix normaux hors énergie, c'est 0,6%. Et pour ce qui concerne l'énergie, c'est 7,50%. Je mets le rapport et vous avez toute la liste des pas prix. D'opposition. Alors, Madame Beccaria. Apporter un témoignage. J'étais allée vous représenter à la préfecture lors de la remise des prix des jeunes entreprises de la recherche, remise par le préfet de région. Et juste pour vous signaler que dans les entreprises primées, il y avait la majorité des incubateurs de Montpellier. Et j'ai pu entendre quelques témoignages vraiment dithyrambiques sur les services qui leur ont été apportés. Ce sont des jeunes entrepreneurs dans le domaine de la recherche. Et sur les candidats, il y avait aussi à remarquer qu'il y avait la majorité de femmes. Intéressant. On avance de ce côté-là. Mais c'était pareil l'autre jour aux 14e soirée de la réussite, où la moitié des entreprises primées, nominées, sortaient des incubateurs de Montpellier Agglomération. Et ils n'ont pas manqué de le signaler. L'accompagnement dont ils avaient pu bénéficier, et je crois qu'on est dans le vrai. Je n'ai pas fait voter le rapport.
Notamment Dainov, oui, entre autres. Notamment une entreprise, on parlait de l'emploi, le dernier a créé 600 emplois. 600 emplois dans l'espace de 2 ans. Oui, tout à fait. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. On est... Attribution de subventions. Il y a 5e journée onologique franco-polonaise de Zakopane. Je vous propose 7 000 €. Et ensuite, pour la 42e cérémonie de remise de diplôme de Polytech qui a eu lieu dimanche, je vous propose 3 000 €. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Et on a soldé les crédits adopté à l'unanimité. Dossier 29. Alors là, c'est le parc d'activité de l'aéroport. Le maire de Pérol se plaît à dire que c'est le plus beau parc, il a raison, mais il n'a pas une aussi jolie vue que le parc de Castries. Mais à part ça, il est très très bien. Ah, il est parti. Ah, mais... Ah non, il est là-bas. Il est toujours... C'est vrai qu'il est remarquable, ton parc. Il y a de très belles entreprises. Là, c'est terminé, puisque ça a été rapide. Hein. On avait posé la première pierre, donné le premier coup de pioche en 2004. Et en 2013, il est terminé. Et là, on se le clôt avec un excédent de 2 421 327 qui va donc être reversé à la communauté d'agglomération. Il s'en va avec un magot, là. Non, c'est l'aglo. Oui. Bon, je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Dossier numéro 30. Renouvellement pour une année de la mission à l'entreprise Chengdu, convention avec Ubifrance, frais de fonctionnement entre la Chine et la France. C'est les frais de fonctionnement du VIE que nous avons à Chengdu, qui suit entre autres les affaires du vin et les affaires économiques et du numérique sur Chengdu. C'est une tête de pont avancée. C'est une tête de pont avancée. On est passé des godets aux conteneurs dans les ventes de vin. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. 31, organisme économique extérieur, autorisation d'adhérer. Alors là, c'est tout simplement renouveler les adhésions à tous les organismes qui relèvent du développement économique, l'NBI, EBN, les divers réseaux, Rétis, France Bibliothèque, etc. Alors, je vous propose de suivre Gilbert Pastor dans sa proposition. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Dossier 32. Oui. Frais de déplacement à l'étranger pour les agents de la direction du développement économique et de l'emploi. Alors ça, on le doit effectivement à la renommée de notre BIC, parce que sinon on n'aurait pas ces dépenses-là, puisque la directrice du BIC est rentrée au board du NBIA et qu'elle est la seule représentante européenne à siéger dans cette docte assemblée. Donc il faut prendre une délibération, elle a se rendre aux États-Unis, je crois, 2 fois par an. Il faut prendre une délibération pour lui payer ses frais de déplacement. Et Montpellier sert d'exemple. Je vous propose d'acter cette proposition. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. On passe à l'affaire 33. C'est le CIMI. Convention de partenariat entre la SAM et la CERM. Merci, M. Pastor. Madame Deloncle. Oui, Président. Il s'agit effectivement d'une convention de partenariat entre la communauté d'agglomération de Montpellier, la SAM et la CERM, concernant la participation au MIBIC, qui est le salon de l'immobilier d'entreprise, qui regroupe pratiquement 24 000 professionnels. Donc cette convention précise le rôle et les frais pour la participation donc, du CIMI du 4 au 6 décembre 2013. Ne participe pas au vote Hélène Mandreau, votre serviteur, Jean-Louis Gély, Gilbert Pastor, Marc Dufault, Jacques Touchon, Michel Passé, M. Lévita et Jacques Martin. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Merci, Madame Deloncle. Insertion par l'économique, Caposi-Voilà. Mission locale des jeunes, convention 2014 et attribution de subventions. Oui, Monsieur le Président, vous l'avez indiqué et largement développé sur l'affaire 7 qui portait sur le budget primitif 2014, où vous avez indiqué la priorité que la communauté d'agglomération de Montpellier mettait sur la politique de l'emploi et sur le soutien qu'elle fait aux entreprises locales, notamment par le biais de la dépense publique. Et je tenais à vous en féliciter. Donc là, c'est une affaire qui concerne la mission locale des jeunes d'agglomération de Montpellier. C'est une reconduction, donc un prolongement de convention pour justement permettre à la mission locale de continuer à développer les actions qu'elle fait en faveur des jeunes qui sont en difficulté d'emploi. Nous avons donc, la communauté d'agglomération de Montpellier, une importance au niveau de cette mission locale puisque nous les soutenons financièrement avec une subvention qui est à hauteur de plus de 600 000 €. Cette subvention, elle est donc 400 000 €. En plus de cela, il y a une mise à disposition
disposition de 4 agents de la collectivité et le soutien sur des locaux qui se trouvent sur la commune de Castries, de Villeneuve-les-Maguelones ainsi que de Latte. Alors, ne participe pas au vote sur ce dossier Madame Forteau, Tatiana Kaposi-Balam, Messieurs Pastor, Sudre et votre serviteur. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Toujours l'insertion par l'économique, c'est la cellule Grands Travaux, la convention entre la communauté d'agglo et la mission locale des jeunes. Oui, Monsieur le Président, là c'est important parce que 2045 €. Vous allez encore valoriser ces publics, notamment par le développement d'un emploi sur le poste emploi à venir. Et je tenais à féliciter l'AGLO qui a beaucoup avancé sur cette politique d'emploi à venir qui concerne des gens qui sont en difficulté d'emploi et qui sont en formation aussi peut-être insuffisante. Et donc là, vous allez mettre à disposition de cette cellule Grands Travaux une secrétaire qui sera donc recrutée, portée par la mission locale. Et donc, nous demandons à remettre une subvention qui va permettre la rémunération de cette personne qui occupe le poste depuis novembre 2013 pour un montant de 2045 €. Ça porte, oui, sur une convention pour la période entre le 18 novembre dernier et le 31/12 à venir. Ne participe pas au vote, toujours sur ce dossier, Madame Forteau, Madame Kaposi-Bola, Gilbert Pastor, Monsieur Sudre et moi-même. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Merci, Madame Kaposi-Bola. On passe, Madame Deloncle, on revient à vous, et ça concerne l'artisanat, le commerce, le mine. Là, on est sur la convention avec les entreprises ou structures du secteur de l'artisanat. Oui, Président, il s'agit de renouveler la convention de participation et de partenariat que nous avons avec la Chambre des métiers et avec l'UPA, qui est l'Union professionnelle artisanale, qui elle-même est constituée de la CAPEB, de la CGAD et du CNAMS. Et cette convention de participation concerne les actions que nous faisons ensemble et l'allocation donc d'une subvention de 40 000 € pour l'année 2013. Merci pour ces précisions. Des demandes complémentaires? Non, pas de... Oui, Madame le maire de Pignan. Oui, juste une précision, Monsieur le Président, puisque tout à l'heure je vous disais que je ne prenais pas part au vote, vous m'avez dit que ça n'existait pas. Or, je vois que dans les rapports précédents, vous donnez le nom des élus qui ne prennent pas part au vote. Donc c'est bien différent. Il y a bien possibilité de ne pas prendre part au vote et il y a bien abstention. Non, mais ça n'a aucun... Non, mais... Oui, mais ils ne prennent pas part au vote. Mais c'est une interdiction, ça n'a rien à voir. Non, mais... Ça n'a rien à voir. Oui, mais une interdiction. Madame le maire, vous devriez le savoir, vous êtes maire, responsable exécutif. Ça n'a aucune valeur juridique. De même que si je dis aujourd'hui il a plu, oui, il a plu, on le sait, mais ça n'a aucune incidence sur la réunion. Mais ça existe, c'est tout. Vous ne parlez pas part au vote, on l'a entendu, mais ça n'a aucun effet juridique. Ça fait pchit. Oui, mais ça ne prend pas part au vote. Ça fait pchit. On met le rapport aux voix. Pas d'opposition. Pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Il faut des votes utiles, hein. Il faut s'engager dans les votes. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on nuance, mais on vote. Il y en a qui se sont battus pour avoir le droit de vote. Il y en a qui en sont morts. Il faut assumer quand on est élu. 37, on attaque le logement et l'habitat. Politique de la ville, construction de logements à Saint-Georges-d'Orc. Oui, Monsieur le Président, une garantie d'emprunt pour Héros Habitat pour la construction de 16 logements en location-accession à Saint-Georges-d'Orc. Une garantie de 651 038 €. Alors, si vous en êtes d'accord, on va évoquer les différents dossiers relatifs à des garanties et on votera à la fin. Sachant qu'il y a un ou deux dossiers où il y en a quelques-uns qui ne participeront pas, mais qui ne participent pas au vote, je l'indiquerai. Deuxième dossier, on est sur Montpellier. Oui, deuxième dossier et gros dossier pour ACM avec la réhabilitation de 1296 logements sociaux sur les résidences Gély, Le Maçon, Aigues-Longues et Paul Valéry. Il s'agit de réhabilitation, ravalement de façade, remplacement de menuiserie, mise aux normes électriques, etc. Donc vraiment de très gros travaux sur 1296 logements, ce qui représente 22 697 966 € de garantie. Voilà une opération solidaire et utile aussi. C'est de l'investissement, ça aussi. Ensuite, dossier Grabel. À Grabel, pour Héros Habitat, la construction d'un EHPAD de 63 logements en T1, financé en PLS.
une garantie de 1 783 780 €. Ensuite, à Montpellier pour boulevard Vieux-Sens. Habitat, là c'est la construction d'une maison relais de 24 logements en PLAI, une garantie de 1 055 758 €. Ensuite, on va à Saint-Jean-de-Védas. Pour FDI Promotion, 5 logements en location-accession, une garantie de 755 250 €. De là, on file à Bayargues. Erilia, une VFA de 3 logements sociaux, 2+, et un PLAI, 141 955 €. On repart à Juvignac. Pour domicile, une VIFA de 44 logements, 31+, 13 PLAI pour un montant de 3 85 922 €. On glisse sur la Vérune. Pour un toit pour tous, une VFA de 5 logements, 4+, et un PLAI, 425 992 €. Alors ça, c'était pour les garanties. Ah non, voilà. Il y a une attribution de subvention pour les grisettes. On vote d'abord les garanties ou on fera... Bon, il y a d'autres garanties, ouais, on votera tout ensemble. Alors aux grisettes, donc à sauf s'il y a une opposition. Montpellier, 24 logements, 17+, et 7 PLAI, une subvention de 80 000 €. Pour Promologie à Montpellier, une VFA de 7 logements, 5+, 2 PLAI pour 424 087 €. Et puis on a une opération de rénovation pour un habitat durable. Rénovation de 14 logements occupés par des propriétaires aux ressources modestes à Casserie, Fabrègues, Montpellier, Pérol, Sussargues, Vendargues et Saint-Jean-de-Védas, 28 320 €. Voilà, alors c'est un ensemble de dossiers de logement qui caractérise bien l'action d'ensemble que nous menons. Pour le dossier 38, ne vote pas Capoisi, Bolam, Forteau, Bouillet, Passé, Pastor, Pouget, Subra. Pour le dossier 40, Capoisi, Bolam, Forteau, Bouillet, Passé, Pastor, Pouget, Subra. Pour le dossier 41, Capoisi, Bolam, Pelé. Et je crois que c'est tout. Non, il y a les grisettes, oui. Pour le 45, ne vote pas Capoisi, Bolam, Forteau, Passé, Pastor, Pouget, Subra, Bouillet. Et ensuite, c'est tout. Je mets l'ensemble de ces rapports du logement au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions adoptées à l'unanimité? Merci aussi pour tous ceux qui ont contribué au fait que l'on répartisse bien, une fois de plus, sur l'ensemble du territoire de l'agglo, les opérations de logement. Monsieur Pastor. Simplement une remarque. L'opération rénovée pour un habitat durable et solidaire, moi je souhaiterais que les maires en soient informés des logements qui sont rénovés, parce que si on lit rapidement la délib ou quoi que ce soit, on n'est pas forcément au courant, et c'est quand même quelque chose d'important et qu'on peut valoriser, qu'il faut valoriser. Ah d'accord. C'est simplement une information pour que ça l'information détaillée de qui bénéficie d'une rénovation. Voilà. Ce que fait le département d'ailleurs, des longues listes. Oui, mais c'est vrai, c'est une bonne chose. Mais là, il y a 6 communes, moi j'ai vu que j'y étais, j'ai découvert qu'il y avait quelqu'un de Castries qui avait fait la démarche. De toute façon, ça permet aussi en plus d'accentuer dans la proximité de nos communes le fait que quelqu'un l'a fait, d'autres peuvent en bénéficier. Et de communiquer dessus. Cette proposition est entendue, donc les services pourront mettre une fiche annexe, il n'y a pas de problème. On a voté. Alors merci pour les dossiers logement, Monsieur Martin. On passe maintenant à la culture avec Nicole Bigas. On est sur l'ESBAMA, c'est une désignation d'une personne qualifiée. Il s'agit de renouveler un contrat de représentativité de l'agglomération en personne qualifiée auprès de Madame Chaz, qui est déjà donc sur place, de la reconduire pour 3 ans. Je mets le rapport aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. 49, réseau des médiathèques, adhésion à l'association Images en bibliothèque. Oui, il s'agit, Président, de faire une adhésion pour un coût annuel de 130 € à cette association Images en bibliothèque qui nous permet d'avoir des tarifs préférentiels, des accessibilités de partenariats, etc., etc. Très intéressant pour notre réseau de médiathèques. 130 €, c'est cette somme qui a permis de on va être verrouiller bien meilleur. Je mets le rapport aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. 50, réseau des médiathèques, contrat type de prêt et d'achat de droits et de cession.
Voilà, c'est pour rationaliser un petit peu ce qui se fait déjà, puisque dans la communauté d'agglomération et surtout dans les médiathèques, nous faisons régulièrement des contrats de prêt d'œuvre dans le cadre d'exposition, des contrats d'intervenants et des contrats d'achat de droits dans le cadre de projection de films et de documentaires. Donc, plutôt que de faire des contrats à chaque fois pour chacun de ces cas de figure, nous vous proposons 3 nouveaux contrats types qui correspondent à ces 3 cas de figure. Je pense qu'on va les voter, pas d'opposition, voilà. Pas d'abstention, adopté. Dossier 51, musée Fabre, c'est un marché de restauration-conservation sur les œuvres du musée. Vous le savez, au musée Fabre, nous avons une véritable politique de restauration, puisque chaque année, nous avons à peu près 200 000 € de restauration à investir dans les œuvres du musée. Là, nous vous proposons de faire une consultation pour des marchés fractionnés, répartis en 14 lots, avec un montant maximum de 218 000 €. Et donc, ces marchés vont intervenir pendant 12 mois, reconductibles 3 fois. Il y en a pour 1 042 921 € TTC. Je mets le rapport aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Toujours au musée Fabre, c'est une convention pour la mise en œuvre des activités culturelles au CHRU. Oui, alors ça c'est une délibération très intéressante, parce que les autres aussi bien sûr, mais celle-ci est particulière parce qu'elle permet de mettre en relation le travail que nous menons au niveau pédagogique et artistique avec le centre hospitalier. Nous faisons déjà avec le centre hospitalier, et plus particulièrement la médecine, j'en profite pour le dire, une séance de formation tout à fait extraordinaire et originale, unique en France, qui est d'ailleurs suivie par le ministère de la Santé, qui permet de faire théâtre et médecine, avec des étudiants en 4e année de médecine pour qu'ils appréhendent par le théâtre la moyenne de bien rentrer en empathie avec les malades atteints de maladies particulièrement difficiles et délicates. Donc dans un autre registre ici, on vous propose de travailler avec le service gératrie, notamment les malades atteints d'Alzheimer, de syndrome démentiel, etc., et de pouvoir faire avec eux des ateliers et plus particulièrement réaliser des livrets d'œuvres dans le cadre d'une méthode appelée Montessori, ce qui permettra au musée comme au CHRU de recevoir ces patients dans le milieu hospitalier au musée Fabre et des médiateurs du musée Fabre dans le milieu hospitalier, de faire des rapprochements entre les deux structures pour le plus grand besoin et bonheur des patients et du personnel soignant. Je croyais qu'on allait opérer au musée Fabre, non, on ne va pas jusque-là. Pas encore. Bon, je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. On passe au dossier 52. C'est une convention pour la... Non, on vient de le 53. Faire. Planétarium. Adhésion au club business de la... Oui. C'est pas que le planétarium, Président, c'est planétarium et musée Fabre, puisque quand effectivement le planétarium nous l'a proposé, tout de suite on a pensé, et le musée Fabre s'y est inscrit totalement, parce que ces deux équipements possèdent des salles de spectacle, des salles de mise à disposition de groupes très prestigieuses et très intéressantes, et donc nous avons pensé pertinent de vous proposer d'intégrer ces deux équipements au club business, qui permet, dans le cadre de la société d'équipement d'économie mixte Sud de France, de regrouper avec ses adhérents, bien sûr, la possibilité comme ça d'adhérer à la proposition d'hôtel, palais et bureau des congrès pour 950 € hors taxe par équipement. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Dossier 54, on est au... Merci Nicole, on passe au musée Henri Prade, un accord de consortium avec la réalisation du projet Simulex Archéo. Josette Clavry. Monsieur le Président, mes chers collègues, donc ce consortium a été réalisé par la Maison de l'Orient et de la Méditerranée de Lyon, le CNRS et le musée donc, que vous venez de citer, Henri Prade à Latte, pour la réalisation d'un outil pédagogique informatique qui s'appelle Simulex Archéo et qui répondait à un appel d'offres, un appel à proposition du ministère de la Culture et de la Communication qui s'appelle Services numériques culturels innovants. Vous voyez, nous aussi, même dans les musées et dans les musées d'archéologie, on fait de l'innovation numérique. Alors ce projet va être testé lors de la prochaine exposition que nous réalisons, vous le savez, avec le musée de Zagreb en Croatie. Et une fois testé, eh bien, nous le mettrons, il sera mis en ligne et il sera disponible gratuitement. Ça fera plaisir à un certain nombre de mes collègues pour les utilisations des jeunes, des moins jeunes et des pas jeunes du tout. Voilà. Très bien. Zagreb, Montpellier, en passant par Avignon. On a vu de très belles choses hier à Avignon, avec l'école du patrimoine.
Ah, hier, oui, effectivement. Ben, c'est un grand projet, Monsieur le Président, que j'espère que nous pourrons réaliser en commun, puisque c'est un projet qui va toucher beaucoup de jeunes, surtout, de jeunes demandeurs d'emploi sans qualification, et nous espérons pouvoir les faire accéder à des métiers de prestige, partant de métiers assez basiques, mais avec une adaptation très, très professionnelle pour les métiers du patrimoine et de la restauration. Et patrimoine dans tous les sens du terme, aussi bien la pierre taillée que la peinture. Je pense tout de suite, là, avec Nicole Bigas, à la restauration de certains tableaux aussi, des peintures, de la terre cuite, des fauteuils, bien sûr, puisqu'il y a aussi dans les patrimoines, dans les châteaux patrimoniaux que nous possédons, que le possède l'Agglo, du mobilier, de la dorure, en fait tous les corps de métier que nous pourrons proposer un jour à ces jeunes. Et je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir consacré un peu de temps à cette visite que je qualifierais d'historique. Ouh. Et il faisait froid quand même à Avignon. Il faisait très froid à Avignon. Également sur Zagreb, j'aurais voulu dire un mot parce qu'il y a quelque chose qui a été très intéressant. Vous savez que nous avons, vous nous avez voté l'autorisation la dernière fois d'aller faire un voyage à Zagreb avec monsieur le conservateur, directeur du musée Henri Prade. Ce que nous avons fait évidemment le mois dernier. Un voyage rapide mais très intéressant. Et bien entendu, nous avons noué des accords très intéressants avec le musée d'archéologie de Zagreb qui mérite la visite. Hein, si vous ne savez pas que faire l'été prochain, allez en Croatie et visitez le musée d'archéologie de Zagreb. Il est situé dans un ancien palais richement décoré et il s'étale sur 5 étages et il y a une réserve archéologique absolument extraordinaire. Et nous avons eu le plaisir d'être reçus par Madame l'ambassadeur, hein, j'insiste bien. Et non pas l'ambassadrice. C'est pas Madame l'ambassadrice, parce que Madame l'ambassadrice, c'est l'épouse de l'ambassadeur. Et là, il s'agissait vraiment de Madame l'ambassadeur. Et nous avons été reçus par cette personne à sa résidence privée et non pas à l'ambassade où sont reçus généralement les clients potentiels. Voilà. Et à cette occasion-là, naturellement, il y avait les attachés d'ambassade qui étaient présentes. C'était des femmes généralement. Et elles nous ont posé un problème que nous avons essayé de résoudre dans les meilleurs délais avec mon collègue Gilbert Pastor, que je vais réveiller de sa somnolence. Que je réveille de sa somnolence, puisque nous avons été interpellés sur un problème que n'arrivaient pas à résoudre les attachés d'ambassade de Croatie, sur un colloque organisé par Zagreb sur l'innovation dans la médecine. Et on nous a dit, ça fait 3 mois qu'on écrit à toutes les instances françaises, la DATAR, je ne sais plus, le ministère, etc. Et naturellement, nous n'avons reçu aucune réponse, ce qui fait que nous ne savons absolument pas si les entreprises françaises vont pouvoir participer à ce colloque, c'était quand même un colloque international. Et nous savons Laissez parler l'oratrice. Nous savons que l'agglomération de Montpellier, avec la Technopole, avec les pôles de compétitivité, se sont fait une réputation d'enfer sur ces sujets-là. Et si vous le permettez, nous allons vous confier un dossier avant que vous repreniez l'avion pour essayer de mobiliser des entreprises montpelliéraines ou de l'agglomération à ce vaste colloque. Et naturellement, dès que nous sommes revenus, mon collègue Pastor a été saisi. Alors, je ne sais pas si, vu les délais, parce que c'était très court, si ça a pu aboutir. Mais voilà, je vous signale quand même que nous avons à l'étranger une réputation qui a été faite. Comme quoi, l'archéologie mène à tout. Alors, Monsieur le Président, une idée m'est venue, c'est que une idée encore m'est venue, mais nous avons beaucoup d'idées avec Monsieur Pernet, naturellement, vous le savez, vous en êtes rendu compte, c'est que à chaque fois, quand c'est possible,
que vous organisez des missions économiques, moi je voudrais que, comme vous avez fait pour le vin, nous puissions être associés en matière de culture. Et quand nous faisons des missions culturelles, eh bien, un petit volet économique non plus rentabiliserait la mission que vous nous confiez à chaque fois. Merci de m'avoir écouté. Voilà, mais je crois que... Bon, vous voyez, comme quoi... Est-ce qu'on a fait voter? Vous avez bien compris les détails là que... Bon, je mets le rapport au voix. On restera à Zagreb, on revient. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. C'était la pause archéo. On passe au sport. Jacques Martin. Il y a une autre affaire, monsieur le Président. Ah oui. Musée de l'histoire de la France en Algérie. Bon, ça c'est un dossier qui, suite aux adaptations du programme scientifique, a nécessité la passation d'un marché négocié sans mise en concurrence pour 3 lots: électricité courant fort, électricité courant faible et puis tout le système de vidéosurveillance. Donc ces 3 marchés ont été attribués à MFO Midi-Pyrénées pour 66 484,49, l'entreprise Siemens pour 46 329,41 et puis ensuite les travaux relatifs à l'extension et à la supervision des systèmes de vidéosurveillance. Il y en a pour 134 925,42 € TTC. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. On arrive au sport. Monsieur Martin, subvention d'investissement pour les travaux de mise en sécurité. Motte rouge. Monsieur le Président, mes chers collègues, il s'agit d'un dossier extrêmement important, car au-delà des observations qui sont contenues dans la délibération, il y a dans ce dossier une valeur affective importante. Car lorsque la presse, très légitimement, s'était fait l'écho des inquiétudes de nos concitoyens à propos de la fermeture de la piscine de la Motte Rouge, j'avais été interpellé par de nombreux Montpelliérains qui venaient me rappeler que c'était dans cette piscine qu'ils avaient appris à nager. C'est vous dire qu'il y a une valeur affective extrêmement forte dans ce lieu, et c'est la raison pour laquelle, plutôt que de la laisser à l'abandon, comme elle avait été comme c'était un peu le cas, à la suite d'une certaine carence de l'université, vous avez décidé d'organiser une table ronde à laquelle a participé la ville et la région et le Montpellier Natation Université Club, de telle sorte que nous avons pu trouver les financements nécessaires pour arriver, dans un premier temps, dans une extrême urgence, à traiter la centrale de traitement de l'air, puis ensuite les aménagements futurs pour rendre cette piscine aux normes sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'hygiène. Voilà donc pourquoi il vous est proposé aujourd'hui de voter une subvention de 150 000 € TTC, étant précisé que c'était une piscine qui était essentiellement destinée aux étudiants, aux Manuc, mais très peu à la population, et que vous avez souhaité très normalement qu'il y ait une très large ouverture au public. C'est la raison pour laquelle je vous demande aujourd'hui, dans l'intérêt de nos concitoyens, c'est un quartier en plus qui manque de cet équipement, de voter une subvention de 150 000 €. C'est le cas de dire qu'on s'est mouillé pour la piscine. C'est vrai. Et on a servi de pivot pour que toutes les collectivités y participent. Et c'est très bien. Monsieur Sudre. Allez-y. Oui. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous remercier, et Monsieur le Vice-président délégué au sport, pour cet engagement de l'agglomération sur la piscine de la Motte Rouge. C'est un équipement qui est porté par l'Université Montpellier 2, mais c'est surtout un équipement aussi qui a une vocation interuniversitaire. Donc c'est des étudiants de Montpellier 1, de Montpellier 3 et de Montpellier 2 qui pratiquent les activités aquatiques dans cette piscine. Alors c'est vrai qu'il y avait un enjeu en termes de sécurité incendie, de rénovation de ce bâtiment. Et je crois que la solution qu'a trouvée l'agglomération d'aider l'université et au-delà, les 3 universités dans le cadre de ce travail interuniversitaire qui est fait pour le sport universitaire est essentiel et permet de maintenir un équipement structurant en milieu universitaire, même si les créneaux seront ouverts au niveau de l'agglomération, et je crois que ça c'est intéressant aussi, mais de garder une activité aquatique et des sports nautiques sur cette zone du nord de Montpellier, et soyez-en remerciés pour cette subvention.
Merci. Pas d'autres demandes d'intervention. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Toujours le sport, c'est le raménagement des loges du stade de la Mosson, marché de travaux. Oui, il s'agit de continuer les travaux pour permettre au stade de la Mosson de devenir un stade de football à l'aune de ce que font d'autres villes qui engagent des sommes beaucoup plus importantes que nous ou parfois qui ont beaucoup plus de difficultés. Je pense en particulier aux difficultés que rencontre actuellement Lyon pour construire son stade. Donc il s'agit d'avancer dans l'aménagement de ce stade de la Mosson en refaisant les loges, ou plus exactement en faisant en sorte qu'elles soient plus adaptées à la fréquentation actuelle du stade de la Mosson. J'ajoute que les résultats aujourd'hui sont un peu en dents de scie, mais que je suis très optimiste parce qu'est arrivé à la tête de l'équipe mon ami Roland Courbis, et donc je suis persuadé que ça va changer. Non, c'est Jacques Martin qui va rentrer comme avant-centre. Bon, je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. 58, toujours le sport, c'est un fonds spécial, des subventions à 3 associations. Club extrêmement méritant. J'ajoute, parce que peu d'entre nous le savent, que l'équipe de Montpellier Agglomération Canoë-Kayak a remporté 2 titres de champion d'Europe. Double titre. Champion d'Europe femmes et champion d'Europe hommes en kayak polo. Et c'est véritablement un club qui accomplit un travail tout à fait remarquable. Donc il était naturel de récompenser ces 3 clubs qui, au niveau de la cohésion sociale, font un très gros travail. Et c'est la démonstration aussi que nous ne soutenons pas seulement les équipes de haut niveau, mais aussi des équipes plus modestes qui font un énorme travail. Alors il y a le canoë-kayak, il y a la natation synchro, oui. Et il y a également l'Olympique Petit Bar, qui est en tête. Non, ce qui est en tête, Monsieur le Président, c'est Futsal Petit Bar. D'accord. Ça, c'est un autre club. Futsal Petit Bar est en tête de son championnat. Tout à fait, championnat. Et un match au mois de janvier, je crois que c'est le 25 janvier, contre Nice, si je ne me trompe pas, à domicile, qui devrait leur permettre de se détacher en tête et de remonter en première division. Championnat national, les matchs se déroulent au gymnase Cerdan à Montpellier. Tout à fait. Je mets le rapport aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Toujours le sport, c'est les marchés d'espace publicitaires, Montpellier Eurosport Club. Football, rugby, handball, il y a 3 rapports qui sont les mêmes. Le rugby, on va faire voter les 3. Le handball, je mets les 3 rapports aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Montpellier handball, samedi 15h, Montpellier-Nîmes. Grand match. Grand match. Ensuite, on passe au dossier affaires juridiques, assurances, archives et moyens. C'est M. Revol, je crois, qui remplace M. Morel. C'est une convention pour la mise à disposition de fibres optiques pour la ville et la communauté d'Aglo. Vous avez la parole. Les 3, d'accord, on votera ensemble. Il s'agit donc de la mise à disposition des fibres optiques de la ville de Montpellier à la communauté d'agglomération. Donc c'est une convention, ça c'est l'affaire numéro 62 pour toutes les fibres optiques qui viennent sur les domaines de l'agglomération. L'affaire numéro 63 concerne... Micro. Avancez le micro, s'il vous plaît. Pardon. L'affaire numéro 63 concerne la maintenance des bâtiments administratifs et donc il s'agit de lancer donc une consultation concernant les travaux électriques et les travaux de plomberie. Et suite à une liquidation judiciaire, c'est l'affaire suivante, numéro 64. Nous sommes dans l'obligation donc c'était pour un marché d'électricité plomberie, marché à bon de commande. Nous sommes dans l'obligation de relancer une consultation à ce sujet. Merci, M. Roll. Je mets ces 3 dossiers aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. On arrive aux questions relatives au personnel. 65, c'est un avenant à la convention annuelle 2013 des moyens avec le casque. Monsieur. C'est vous qui rapportez, Monsieur le Président. Ah, pardon. Ouais. Excusez-moi. Alors là, il est proposé de modifier la convention 2013 pour prévoir le remboursement des aides financières d'urgence versées par le casque aux agents de la communauté d'agglo, et cela dans la limite de 10 000 € par an. Alors, ne participe pas au vote. Mesdames Caposi-Boilam, Prunier, Berger, Buonneau, Galabrin-Boulbe, Castres et messieurs Louis Pouget, Pierre Bonal, Alain Marano, Jean-Louis Gély, Alain Sylviode, Yvan Pelé, Jean-Pierre Coulet, Hubert Alouche, Jean-Louis Messonnier, Thierry Bresse, Pierre Combette et Arnaud Monnier. Il en reste quand même pour voter. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté.
Alors c'est toujours moi qui rapporte, là c'est la convention annuelle 2014 des moyens avec le casque. Là il s'agit de formaliser les moyens qui sont mis à la disposition de la structure ainsi que les moyens mis en œuvre par le conseil d'administration du casque pour atteindre les objectifs qui ont été fixés. On est dans la même configuration, ne vote pas ce que je viens d'indiquer, je mets le rapport aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. On trouve enfin M. Bonal qui va nous parler de la valeur faciale des titres restaurants. Que je vous propose de passer de 7 euros à 7,50 € à partir du 1er février 2014. Je reprends la proposition de M. Bonal, je la mets aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Remboursement des frais de mission. Il y a une évolution, une légère augmentation. Elle sera de 100 € pour une nuitée lorsqu'on est à Paris ou dans une ville de plus de 200 000 habitants, avec le petit déjeuner, et de 80 € lorsque vous serez en province. Je mets le rapport aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Toujours le personnel, modification du tableau des effectifs. Donc, vous avez la création des postes qui seront proposés à la prochaine CAP. C'est le point le plus important. Je mets le rapport aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Toujours le personnel, prestation d'acquisition de titres de transport, d'hébergement hôtelier, organisation de séjour. Autorisation de lancement et de signature, donc, pour des déplacements sur le territoire national, à l'étranger et également en prévision de l'accueil de délégations. Je mets ce rapport aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Merci. Ensuite, merci M. Bonal. Hors commission, mandat spécial, mission de représentation des élus. Il s'agit de vous proposer d'arrêter le principe du remboursement au président et aux élus des frais de transport, d'hébergement, de restauration engendrés au titre des frais de représentation du président et du mandat spécial des élus sur la base de frais réels et justifiés. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. On passe à la communication. Qui rapporte ce dossier de la communication? Ah, mais il est là. Alors, oui, M. Barandon, dossier 72. Afin de répondre au développement d'une politique de communication cohérente, pour parvenir à ces objectifs, il est nécessaire de développer l'édition, la production et la diffusion de documents et des supports divers. Pour finaliser ces opérations, c'est-à-dire l'impression, la communauté d'agglo doit s'adresser à des prestataires imprimeurs spécialisés. Pour répondre à ce besoin, nous devons conclure un marché à bon de commande pour un an, avec possibilité de reconduction un an supplémentaire. Je vous demande d'autoriser le président à lancer l'appel d'offres en vue de la passation de marché pour un montant minimum de 15 000 € hors taxes et un montant maximum de 60 000 € hors taxes annuels. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? La proposition est adoptée. Merci, M. Barandon. On passe au service funéraire. M. Calva, il s'agit des tarifs 2014 des fournitures et prestations. Oui, Monsieur le Président, nous devons déterminer les tarifs de nos prestations et vu la bonne santé financière de Gramont et pour rester compétitif, nous vous proposons de conserver les tarifs 2013 et de créer 2 nouveaux tarifs concernant la dispersion des centres dans les communes de l'agglomération. Et j'en profite pour vous informer que le label qualité AFNOR nous a été renouvelé pour 2 ans. C'est une très bonne chose, mais c'est une labellisation qui vraiment est au niveau de la qualité des prestations. Et je tiens à remercier le Conseil d'abord des moyens qu'il donne sur ce service et le personnel pour la façon dont il assume cette mission qui est très délicate, qui est très humaine et qui amène quand même beaucoup pour l'image de l'agglomération de Montpellier. C'est un grand service public. Est-ce que j'ai fait voter le rapport? Non. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Et j'en profite pour vous saluer, M. Calva, pour l'action que vous menez sur ce service. Lutte contre les inondations. On arrive sur le sud de l'agglo avec M. Meunier. Oui. Monsieur le Président, on n'arrive pas seulement dans le sud de l'agglo, on arrive sur la totalité de l'agglo, puisque ça concerne le PAPI. Hein, le PAPI Lez et Mosson. On est en train de finir le premier PAPI, dans lequel on a fait les gros travaux d'aménagement de la basse vallée du Lez. Et on a normalement la fin du PAPI le 31 décembre 2013.
Ceci étant, il y a pas mal d'actions qui ne sont pas encore terminées, donc on a négocié avec l'État un avenant pour pouvoir avoir 1 an de plus pour mettre en œuvre le PAPI 1. Et puis après, on va travailler à réaliser le PAPI 2 qui nous permettra de faire la totalité des travaux sur la Mosson, sur le Coulazou et sur tous les autres cours d'eau. Cet avenant, il est important puisqu'il pèse sur les différents axes une somme conséquente dont je n'ai pas sur cette feuille-là la totalité. Alors je vais vous donner le détail. Sur tout ce qui est amélioration des connaissances et renforcement de la conscience, on va mettre 250 000 € hors taxe. Sur tout ce qui est l'amélioration des plans de prévention des inondations de toutes les communes, 150 000 € hors taxe. Sur les actions de ralentissement des écoulements, ce qui est très important, 572 000 € hors taxe. Sur l'amélioration du développement et des aménagements collectifs de protection localisée des lieux habités, 180 000 €. C'est très important, ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir, par des digues, protéger toutes les zones qui sont inondables. Donc il y a certaines zones qui n'ont pas été qualifiées par l'État, parce que c'est l'État qui les qualifie, c'est pas nous, comme étant à ce point inondables en matière de coûts-bénéfices qu'il faut qu'on aide les particuliers et les entreprises à pouvoir protéger leurs biens par des protections rapprochées. Donc là, on a tenu à mettre cette ligne de l'axe 5 à 180 000 €. Et ensuite, on a conduit du programme de concertation pour 56 000 €. Moi, je voulais attirer votre attention sur un fait très particulier, c'est que à l'issue de cet avenant, on sera à 91% de réalisation du PAPI. Alors, je ne vous dis pas qui, mais pratiquement tous les autres naviguent entre 50 et 65%. Alors, pourquoi nous, on en est à 91 ? Ben, c'est sûrement parce qu'on est meilleur que les autres, ça c'est évident, hein. On va pas se gâcher le plaisir. Mais c'est surtout parce que le PAPI a pu reposer sur un maître d'œuvre, l'agglomération de Montpellier, qui a pris en charge la totalité des préconisations et des chantiers qu'il fallait réaliser. Et c'est encore une fois l'agglomération de Montpellier dans sa structure, sa capacité d'investissement, qui est sur un sujet comme celui-ci. Je ne suis pas intervenu au niveau du budget, il y avait tellement de gens qui intervenaient que ce n'était pas la peine qu'on surenchérisse. Mais il faut bien se reconnaître que si on n'avait pas cette capacité technique, parce qu'il n'y a pas que l'argent, il y a la technique, il y a la capacité administrative qui est lourde sur ces sujets liés à l'eau, et si on n'avait pas la capacité de porter des investissements par notre structure, avec la crédibilité financière qui est la nôtre, eh bien on n'aurait pas réalisé ces travaux-là. Je connais plein d'autres bassins qui nous sollicitent pour des questions d'expertise, qui ont des chantiers aussi importants que les nôtres à faire pour mettre en sécurité leur population et qui sont incapables, par défaut de maître d'œuvre, de réaliser leur PAPI. Nous, on a réalisé 91%. On va lancer le PAPI 2 qui nous permettra de faire le reste des travaux et de mettre toute la population de l'agglomération sous une dizaine d'années en sécurité. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous souhaite tous de bonnes fêtes de fin d'année parce que personne ne l'a fait encore jusqu'à présent. Donc, ça va venir. Voilà. Il voulait le dire avant le président. Voilà. Ben oui, voilà. Bon, en tout cas, bravo pour ces informations qui sont données. Ça permet effectivement de mesurer l'ampleur, la rapidité et la qualité de ce qui a été fait depuis des années sur l'agglomération de Montpellier pour être positif dans la lutte contre les inondations. Parce que tant qu'il n'y a rien, ça va. Mais le jour où ça coule et que les gens sont inondés, c'est différent et il peut y avoir des drames. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Des inondations, on passe à l'eau et l'assainissement. Et c'est Louis Pouget qui va nous parler des prestations topographiques associées aux travaux sur les ouvrages d'eau. Sur l'affaire 75, c'est une convention avec la ville de Montpellier concernant l'aménagement de l'avenue du Pont-Trinca. C'est-à-dire qu'il y a des travaux de voirie qui vont être lancés. Il y en a pour 1,9 million en voirie et 600 000 pour l'eau et l'assainissement. Affaire 76, c'est topographie... Attends, on votera tout ensemble, d'accord. Oui, si vous êtes d'accord, on votera toute l'eau et l'assainissement. Alors c'est un marché à commande pour pouvoir faire les relevés sur les ouvrages d'eau et d'assainissement avec un minimum 75 000 hors taxe, un maxi de 300 000. Enfin, 77 et 78, ce sont des zonages d'assainissement qui concernent, à la demande des communes, la commune de Clapier et celle de Villeneuve-les-Maguelones. Ensuite, l'affaire 79, c'est une convention
groupement de commandes pour les réfections de tranchées. C'est une convention qui est faite avec la ville de Montpellier, mais aussi avec tous les partenaires que sont ceux qui interviennent sur le domaine public, comme EDF, GDF, France Télécom, etc. Et ensuite, l'affaire 80, c'est la note liminaire sur l'eau. Alors je tiens quand même à rappeler qu'en ce qui concerne l'assainissement, nous avons la compétence, aussi bien pour l'assainissement collectif qu'individuel, sur les 31 communes, ainsi que pour l'eau brute. Par contre, en ce qui concerne l'eau potable, nous avons des syndicats qui interviennent sur les territoires de l'agglomération. C'est pour ça que par délégation, on est au syndicat Balanguedoc sur 9 communes, avec notamment Cournon-Sec, Cournon-Terral, Fabrègues, La Vérune, Murviel-les-Montpellier, Pignan, Saint-Georges, Saint-Jean-de-Védas et Saussan. Ensuite, il y a 3 communes qui sont avec le syndicat du Salaison, Jacou, Le Crez, Vendargues. Je tiens à rappeler que le syndicat du Salaison sera dissous administrativement à la fin de l'année. Et ensuite, nous avons les 9 autres communes sur la partie est de l'agglomération, que sont Baillargues, Beaulieu, Castries, Clapier, Castelnau, Montaut, Restinclière, Saint-Drézéry et Saint-Giniès-des-Mourgues. Et là, c'est pareil, nous avons donc les délégations vis-à-vis de ces syndicats. Ce que l'on peut dire globalement, c'est que le prix moyen de l'eau, toute taxe comprise à l'heure actuelle, est de 3,42 € TTC. Quand je dis 3,42 €, le syndicat Balanguedoc est légèrement au-dessus et le syndicat Garrigue-Campagne légèrement en dessous. C'est une affaire de 2 centimes maximum. Et ceci est dû par le fait que ce sont des budgets annexes qui sont propres à chaque territoire. Mais par contre, nous avons eu la volonté d'avoir une vision commune, d'une part pour essayer d'amener à une harmonisation en 2011, mais de notre côté, il y a aussi le fait que nous avons étroitement collaboré avec les différents syndicats de manière à mettre en place le schéma directeur d'ici 2030 avec 157 millions d'investissements qui a été adopté à l'unanimité au mois de mai. Alors ça veut dire que pour ce qui concerne 2013, on est à 3,42 € TTC, que ça représente, disons, pour la partie eau, 1,28 € hors taxe, pour la partie assainissement, 1,42 €. Je tiens à souligner que le fait que la partie assainissement soit un petit peu plus élevée, ça vient aussi, du schéma directeur d'assainissement pour lequel nous arrivons au bout, puisque en réalité, nous avons les 2 dernières opérations qui sont l'extension de Cournon-Terral et ensuite la construction de la station de Saint-Giniès-des-Mourgues-Sussargues, et la priorité a été donnée dans les moyens de traitement. Ensuite, nous aurons certes des travaux de réseau, comme par exemple les intercepteurs Est avec la Pompignane, où il y a un tunnelier de 2,3 km à effectuer, et puis ensuite d'autres réseaux sur la partie nord. Et donc, sur les investissements à venir, ce qu'il fallait absolument, c'est que nous ayons on a donné la priorité aux moyens de traitement, de manière à être parfaitement en accord avec la directive cadre européenne qui nous impose le bon état du milieu pour 2015. Et donc, nous aurons terminé cette année 2014 tous les investissements, et ça représente 390 millions d'euros l'investissement sur la partie assainissement. Je tiens à souligner que donc sur les prix actuels, le prix de l'eau c'est en définitive 37% et demi, le prix de l'assainissement c'est 41,5%, et par contre les taxes avec les TVA à 5,5% à 7%, plus les taxes de l'agence de l'eau, ça représente 21% donc de la facture. Ça veut dire aussi que pour 2014, il n'y aura pas d'augmentation du prix de l'eau. Nous allons maintenir les prix de 2013. Et je peux annoncer dès à présent qu'au travers des investissements et des amortissements qui s'arrêtent fin 2014, on pourra avoir un prix de l'eau en 2015 qui sera inférieur TTC à 3 €, qui sera de l'ordre de 2,92 €. Voilà pour ce qui a
ce qui est de l'eau et de l'assainissement, et ça veut dire que la vie continue. Merci Louis pour ces précisions qui sont très importantes par rapport au fait de donner effectivement l'objectivité de ce que représente le prix de l'eau dans le temps, avec les évolutions et la perspective. Alors, je vous propose qu'on vote sur l'ensemble des dossiers eau et assainissement. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport aux présentations qui ont été faites? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Adoptées à l'unanimité. Je vous en remercie. Et merci Louis pour cet énorme travail que tu mènes sur ce secteur d'activité qui est fondamental. Parce que l'assainissement est juste une phrase. Des fois on est d'accord pour les permis, ceci, cela, on n'est pas d'accord. Mais pour l'assainissement, tout le monde est d'accord. Parce que c'est une grosse contrainte et heureusement que l'intercommunauté est là. Parce que sans assainissement, ce n'est pas la peine de parler d'emploi, ce n'est pas la peine de parler de logement parce qu'on ne pourrait pas, on ne serait pas autorisé pour des règles d'environnement. L'environnement, c'est une bonne liaison. On retrouve le Deus Ex Machina. Christian Valette, 81. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, vous savez qu'il faut faire des travaux à Déméter et on avait missionné le groupement SAGE pour faire ces travaux. SAGE avait désigné une société, la société Serret, qui est dans l'incapacité de réaliser ces travaux, dont le mandataire SAGE reprend à sa charge l'ensemble des prestations. Il faut donc voter un avenant numéro 1 qui n'a aucune incidence financière. Je mets ce rapport, qui est indolore. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Dossier 82. Oui, lors de la dernière séance, nous avions voté un avenant nous permettant de prolonger les contrats en cours aujourd'hui. Ces contrats qui portent sur la maintenance des véhicules à Pignan, à Castries, l'achat de pneumatiques et l'entretien de Gramont. L'avenant ayant été voté, nous pouvons lancer l'appel d'offres qui portera sur ces 4 lots. Alors, je vous propose de suivre les propositions du rapporteur. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Dossier 83. Il nous faut acquérir des véhicules. Il nous faut acquérir 2 bennes à ordures ménagères de 16 mètres cubes, une mini-benne et 2 camions de transport polybenne. La commande se fera auprès de l'UGAP pour un montant maximum de 720 000 €. Là aussi, je mets le rapport au voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. 84, on est sur le transport et l'élimination des déchets toxiques des ménages. Oui, actuellement, ce service est assuré par la société Triadis. Ce marché arrive à échéance le 31 décembre 2013. De nouvelles contraintes liées à la prise en charge par le nouvel éco-organisme EcoDDS, courant 2014, ont retardé la généralisation du cahier des charges et le lancement de nouvel appel d'offres. Afin d'assurer la continuité du service, il est nécessaire de prolonger le marché pour une durée de 3 mois, montant de la prestation 65 000 €, soit 11,8% du montant du marché. Je mets cette proposition à votre sagacité, à votre vote. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Dossier 85. Ah, c'est à moi de rapport. Ah, les 2 derniers, voilà. Merci, Christian. Donc, 2 dossiers. Le premier concerne les délégations permanentes au bureau. Bon, il s'agit des questions relatives au document unique d'évaluation des risques professionnels qui, au regard de son obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs, nécessite beaucoup de contraintes en termes de délai. Donc, il est donc proposé de déléguer au président l'adoption des documents uniques établis par les services ainsi que leur mise à jour régulière en application de l'article L 5211-10. Je mets le rapport au voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Ensuite, on en est au dossier relatif 86, c'est le dernier dossier, à la Chambre régionale des comptes. C'est le rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes concernant l'examen de la gestion de la TAM pour les exercices 2006 et suivants et que je me dois de communiquer à l'Assemblée dès sa plus proche réunion, donc en l'occurrence ce soir. Donc, rapidement, la CRC a réalisé un contrôle des comptes de la gestion de la SAM, de la TAM, pour les exercices que je viens d'indiquer, 2006 et suivants. Elle a établi en ce sens 7 recommandations auprès de la SEM, dont 5 portent sur la gouvernance.
et sur la nécessaire lisibilité des documents du compte rendu d'activité de la société. Je rappelle que la CAM est actionnaire de la SEM à hauteur de 27,79%, aux côtés de la ville 27,33% et d'actionnaires privés 44,88%. Ce qu'on peut dire en synthèse, pour faire simple et précis à la fois, on notera peu de recommandations significatives qui concernent la CAM directement, même si celle-ci est très concernée en sa qualité d'actionnaire, de délégant de services publics et de maître d'ouvrage dans le cadre des opérations déléguées d'études et de construction. Ainsi, en sa qualité d'actionnaire de la TAM, la CAM prend bonne note notamment du fait d'avoir à modifier les statuts de TAM pour viser expressément... 2 secondes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on a vite. Modifier les statuts pour viser expressément la référence aux articles des SEM dans le Code général des collectivités territoriales, de procéder à l'approbation préalable en conseil communautaire des modifications statutaires qui touchent à l'objet social, à la composition du capital et aux structures des organes dirigeants, que ces modifications aient ou non le caractère de modification substantielle. Donc là, on a deux volets de forme. On pourra noter aussi que la CRC relève une structure de l'actionnariat qui procure une grande stabilité et prévisibilité de la TAM et un contrôle des collectivités territoriales actionnaires. Ainsi, elle souligne quant à la situation financière le fait que jusqu'à maintenant, le montant des fonds propres, capital plus réserve, n'inspire pas d'inquiétude. Pour ce qui concerne le rôle de qualité de délégant propre au service public, la CAM se satisfait du conseil établi par la Chambre régionale des comptes. Elle relève dans son analyse, au titre de la qualité du service rendu, que dans l'ensemble, les résultats sont satisfaisants et supérieurs aux objectifs fixés par la DSP. Monsieur le Président, c'est un grand satisfecit quand les objectifs sont dépassés, satisfaisants et supérieurs. Elle relève un bilan mitigé de l'activité Vélomag sur les 4 ans, du fait de la faible couverture des dépenses par rapport aux recettes et de la politique de bas tarifs adoptée par l'AGLO. Il apparaît néanmoins que la Chambre a nécessairement su souligner le succès de ce service par l'importance notable de sa fréquentation. Elle préconise un suivi attentif des indicateurs et des stocks de vélos permettant de contrôler la qualité du service rendu, ce que nous mettrons bien entendu en application. Enfin, pour ce qui concerne les éléments liés à sa qualité de maître d'ouvrage dans le cadre des opérations déléguées d'études et de construction des lignes de transport, la Chambre note que seule l'agglomération a fait le choix de différencier les lignes de tramway en jouant sur la livrée des véhicules et que si elle contribue à améliorer le confort de l'usager, cette mesure induit des contraintes d'exploitation non négligeables. Bon, voilà ce que met la Chambre. Il convient à cet effet de rappeler que le choix de l'agglo pour une livrée différenciée du matériel roulant est un choix novateur, s'inscrit dans la volonté de développer une stratégie globale d'attractivité du territoire qui est appuyée sur une image forte du tramway. C'est vrai que le tramway à Montpellier, c'est loin d'être anodin et c'est loin aussi d'être neutre en termes de qualité d'image de la ville. Cette robe à 4 dimensions, en quelque sorte, qui caractérise le tram actuellement, est une mesure aussi qui attire sur Montpellier le fait que la politique de transport elle est très active, elle se voit, elle est aussi d'une qualité esthétique. Et comme dans le souhait de répondre à la satisfaction globale des usagers. Alors, je n'insiste pas sur les commentaires qu'on a eu à l'extérieur, dans le New York Times, etc., sur la qualité du tram. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est le fait de mettre une robe différente, une livrée différente par tram, ça recueille l'adhésion à 200% des associations de personnes à mobilité réduite. Sur l'ensemble de ces travaux, 89% des personnes sont satisfaites de la qualité liée notamment à l'ensemble du réseau tram, mais également à cet aspect lié à la livrée. Et le comité de liaison, le CLICOS, qui participe comme association, il représente une 60aine d'associations, nous a demandé, parce que pour eux, pour les malvoyants, il est très important aussi de pouvoir beaucoup mieux différencier ce que représente la coloration ou la caractéristique différente d'une ligne par rapport à l'autre. Ils peuvent mieux se repérer, de même que par les attentions qui sont portées sur tous les éléments de bruit, phonétique, le son des clochettes, etc. Donc tout ça, effectivement, ce n'est pas un rapport comptable, mais c'est une réalité qui fait que le service public, quand il se veut être à l'avant-garde et à la disposition de ceux qui ont un handicap, il est présent grâce notamment à une livrée qui est différente. Je tenais à le souligner, d'autant que nous transportons plus de 300 000 voyageurs par an, dont 80 par jour,
dont 80% utilisent le tram. Voilà, c'est une véritable marque urbaine qui s'est ainsi développée. C'est un des éléments de prolonger la remarque qu'avait fait la Chambre régionale des comptes, mais qui ne porte en aucune façon sur des critiques, puisque c'est un satisfecit, je dirais, général qui caractérise ce rapport. Voilà, je me devais de vous le commenter, je l'ai fait de manière un petit peu plus précise, parce que ça me permet de saluer également la qualité, la ténacité et l'ampleur de la tâche menée par tous ceux qui, depuis le début de la politique des transports en commun, sont présents sur le territoire de l'agglo autour de ce service. Et ce n'est pas fini, parce que maintenant nous sommes sur une 5e ligne, et qu'autour de ça, il y aura également le prolongement de la ligne 1 dans un premier temps jusqu'à Odysseum, qu'il y aura le bouclage de la ligne 4, ça sera fait en 2016, sur le secteur du boulevard Jeu de Paume, et que par ailleurs, on rentre avec de plus en plus d'intensité et de fonctionnalité sur ce qu'on appelle l'intermodalité des transports express régionaux, d'où l'importance de la gare TGV, où nous avons mis un investissement de 100 millions d'euros, ce n'est pas pour rien, c'est pour tout simplement amener un service de qualité, de certitude dans l'avenir, plus le redispatching de tout ce que représente dans le plan de déplacement global, quels que soient les secteurs, la ville et autour de la ville, le réaménagement des circuits desservis par les bus, les transports à la demande, le vélo, l'autopartage, etc., etc. Plus également les fameuses zones 30, parce qu'elles sont concernées aussi, ce sont des zones piétonnes, des zones de transport, des zones de partage des différents modes de déplacement, et je crois que c'est très très important. Voilà, on a terminé, voilà, petite vitesse, 30 à l'heure, mais sur un grand conseil. On n'a pas fait remonter, je vous propose de prendre acte du rapport de la Chambre régionale des comptes sur l'entreprise TAM, et j'en félicite son président, son directeur, M. Friseau. Nous avons eu récemment une excellente soirée du personnel. J'ai senti un personnel motivé, qu'il s'agisse des cadres, des conducteurs, de l'ensemble du personnel. C'est de la très bonne œuvre au service du public. Merci. Maintenant, ce n'est pas terminé. Je vous livre le montant, je vous indique, des décisions qu'on a adoptées depuis le 27 novembre. Ça représente 7 692 998. Et ce soir, nous avons engagé des opérations et des affaires pour un montant de 25 268 384,17 €. Voilà, c'était le dernier conseil de l'année 2013. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année, en famille, avec des amis, ici ou ailleurs. Et je vous invite à nous retrouver autour d'une table très conviviale au 6e étage du bâtiment. Merci.